y a cette photographie sur ma cheminée, jaunie, cornée, avec une petite déchirure en bas à droite que j'ai faite moi-même en 1944, quand mes mains tremblaient encore de peur. Sur cette image, nous sourions tous les deux comme deux gamins insouciants. Étienne et moi. 20 ans à peine, l'uniforme encore propre, les yeux brillants d'une fierté naïve. Nom de Dieu, comme nous étions jeunes. Cette photo, c'est tout ce qui me reste de lui. Et chaque matin depuis 75 ans, quand j'ouvre les yeux dans cette maison silencieuse de Provence, je sens encore l'odeur de la poudre dans mes narines. J'entends encore ces derniers mots qui résonnent dans ma tête comme une prière brisée. Marcel, dis à ma sœur que il n'a jamais fini sa phrase. Une balle allemande a traversé sa gorge à ce moment précis. Et moi, j'ai couru. J'ai abandonné mon meilleur ami dans cette forêt maudite des Ardennes et je vis avec ça depuis. Je m'appelle Marcel Dubois. J'ai 92 ans et pendant toutes ces années, j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, alors que mes mains ridées tiennent ce vieux magnétophone que mon petit-fils m'a offert, je sens qu'il est temps de raconter ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. Pas même à ma défunte épouse, pas même à mes enfants. Cette histoire commence un matin glacial de novembre 1944, quand nous pensions tous que la guerre touchait à sa fin. Aujourd'hui, je vis seul dans cette petite maison de pierres à Gordes, un village perché dans le Vaucluse, où les touristes viennent photographier nos ruelles pavées sans imaginer les fantômes qui les hantent. Ma femme Simone est morte il y a 8 ans d'un cancer qui l'a rongée lentement. Et nos enfants, eh bien, ils ont leur propre vie à Paris et à Lyon. Ils passent à Noël, parfois à Pâques, avec leurs enfants qui me regardent comme un vieux fossile poussiéreux. Mais ils ne savent rien. Rien de ce que j'ai vécu, rien de ce que j'ai fait. Pour eux, grand-papa Marcel est juste un ancien ouvrier des chemins de fer qui a eu la chance de survivre à la guerre. C'est ce que je leur ai toujours dit. Un mensonge par omission qui pèse plus lourd que mes 92 ans. En réalité, j'étais sergent-chef dans le 2e régiment de dragons, rattaché aux forces françaises de l'intérieur pendant les derniers mois de l'occupation. Nous étions ce qu'on appelait des terroristes dans la propagande allemande, des résistants dans les journaux de la Libération, mais pour nous, nous n'étions que des gamins apeurés qui essayions de récupérer notre pays volé. J'avais 20 ans quand j'ai rejoint le maquis du Vercors en 1943. Fils unique d'un forgeron de Montélimar, je n'avais jamais quitté ma région avant que les Allemands n'arrivent et changent notre monde du tout au tout. Mon père, un homme dur comme l'acier qu'il martelait, m'avait dit un soir d'automne, alors que les premières rafles commençaient, « Marcel, mon fils, il y a des moments dans la vie où un homme doit choisir entre la sécurité et l'honneur. Choisis toujours l'honneur, même si ça doit te tuer. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, surtout la nuit quand le silence de cette maison devient assourdissant. C'est au camp d'entraînement de Vassieux que j'ai rencontré Étienne Moreau. Lui venait de Grenoble, fils d'instituteur, avec ses lunettes rondes et ses mains qui n'avaient jamais tenu autre chose qu'un livre avant de serrer une mitraillette Sten. Nous étions différents comme le jour et la nuit. Moi, rugueux et silencieux, lui, bavard et cultivé, toujours en train de réciter des vers de Baudelaire ou de Verlaine entre 2 exercices de tir. « Tu sais, Marcel, me disait-il en nettoyant son arme, après la guerre, je veux devenir professeur de littérature. J'enseignerai Rimbaud aux enfants pour qu'ils comprennent que la beauté peut naître même de la violence. » Étienne avait cette façon de voir le monde qui me fascinait. Là où je ne voyais que boue, sang et désespoir, lui trouvait encore de la poésie. Il avait une sœur, Marguerite, dont il parlait sans cesse. Elle était institutrice dans un petit village près de Chambéry, et il lui écrivait une lettre chaque semaine qu'il ne pouvait jamais envoyer à cause de la guerre. « Un jour, tu la rencontreras, me promettait-il. Elle fait le meilleur coq au vin de toute la Savoie, et elle a le même rire que maman. » Nous sommes devenus inséparables. Dans ce monde de violence et d'incertitude, nous avions forgé une amitié qui semblait plus solide que les montagnes qui nous entouraient. Nous dormions côte à côte dans les baraques humides, nous partagions nos maigres rations, nous nous protégions mutuellement lors des patrouilles.
Étienne était le frère que je n'avais jamais eu, et moi, j'étais sa force quand les bombardements le terrifiaient au point qu'il en tremblait comme une feuille. L'été 1944 a été particulièrement dur. Les Allemands intensifiaient leur répression et nous perdions des camarades chaque semaine. Antoine tué lors d'un sabotage de train. Pierre fusillé après avoir été pris dans une embuscade. Jean-Claude, disparu lors d'une mission de reconnaissance et retrouvé pendu à un arbre 3 jours plus tard. Chaque mort nous rappelait notre mortalité, mais paradoxalement, elle renforçait aussi nos liens. Étienne et moi avions fait un pacte, un soir de septembre où nous montions la garde ensemble sous un ciel étoilé qui nous semblait presque paisible. Quoi qu'il arrive, nous rentrons ensemble. Si l'un tombe, l'autre le ramène. Nos familles ne pleureront pas un disparu. Nous nous sommes serrés la main dans l'obscurité et j'ai senti sa peau moite contre la mienne. Nous avions peur, tous les deux, mais nous n'en parlions jamais. Le 15 novembre 1944, notre commandant, le capitaine Rousseau, nous a convoqués pour une mission spéciale. Une colonne de camions allemands transportant des munitions devait passer par les gorges de la Bourne. Notre mission, tendre une embuscade, récupérer les armes et disparaître avant les renforts. Mission de routine, avait dit Rousseau avec ce sourire fatigué qu'il avait développé au fil des mois. Mais rien, absolument rien, n'est jamais de routine à la guerre. Les gorges de la Bourne en novembre, c'est un paysage qui vous glace jusqu'aux os. Ces falaises calcaires qui s'élèvent comme des cathédrales gothiques. Ces pins noirs qui s'accrochent aux parois rocheuses, cette route sinueuse qui serpente au fond du canyon. Un piège naturel parfait pour une embuscade, mais aussi un cercueil de pierres si les choses tournaient mal. Ce matin-là, nous étions 8. Rousseau avait choisi ses meilleurs hommes. Étienne et moi, bien sûr, mais aussi Henri le Marseillais avec sa mitraillette Thompson qu'il avait baptisée Joséphine. Paul, le démolisseur qui connaissait les explosifs mieux que sa propre mère, et 4 autres gars solides du maquis de Villard-de-Lans. Le briefing s'était déroulé dans une grange abandonnée près de Pont-en-Royans, à la lueur de 2 bougies qui projetaient nos ombres déformées sur les murs de pierre. L'odeur du foin moisi se mélangeait à celle de nos corps mal lavés et de la peur acide qui suintait de nos pores. Les renseignements viennent de Londres, expliquait Rousseau en dépliant une carte d'état-major sur une botte de paille. 3 camions Opel Blitz, escortés par 2 sidecars BMW et une Kübelwagen, munitions d'artillerie destinées aux positions allemandes de Grenoble. Si on laisse passer ça, nos gars de Loisance vont se faire pilonner pendant des semaines. Sa voix grave résonnait dans le silence tendu. Rousseau était un homme du Nord, un ancien instituteur de Lille, qui avait rejoint la résistance après que sa femme et ses 2 enfants avaient été tués lors du bombardement de mai 1940. Ses yeux bleus, autrefois doux selon ceux qui l'avaient connu avant, étaient devenus durs comme l'acier trempé. « L'embuscade aura lieu ici », continua-t-il en plantant son index sur la carte. Au kilomètre 47, juste après le tunnel des Écouges. Henri et Paul se placent en hauteur avec la mitrailleuse et les grenades. Marcel et Étienne, vous bloquez la route avec l'arbre que nous avons préparé. Les autres couvrent les flancs. Étienne a levé la main, geste qui m'a toujours amusé chez lui, comme s'il était encore en classe. Mon capitaine, et si l'escorte est plus importante que prévu, si les renseignements sont faux? Rousseau l'a regardé avec cette expression paternelle qu'il réservait aux questions sensées. Alors, mon petit Étienne, on improvise et on prie le bon Dieu que nos jambes courent plus vite que leurs balles. Un rire nerveux a parcouru le groupe, mais nous savions tous que ce n'était pas vraiment une plaisanterie. Dans la résistance, l'improvisation était souvent la différence entre la vie et la mort. J'ai étudié la carte attentivement, traçant du doigt le parcours d'approche, mémorisant chaque courbe, chaque dénivelé. Étienne, lui, griffonnait dans son petit carnet de cuir, probablement une lettre pour sa sœur qu'il n'enverrait jamais. « Tu écris quoi encore ?» lui ai-je murmuré. « Je lui raconte nos montagnes. Comment la lumière du matin fait briller la neige sur les sommets. Elle a toujours rêvé de voir les Alpes. » Sa voix était douce, presque mélancolique. Étienne avait cette capacité étrange de trouver de la beauté même dans nos moments les plus sombres.
Après la guerre, je l'emmènerai faire de la randonnée dans le Vercors. On ira voir les chutes de Corranche et je lui apprendrai les noms de toutes les fleurs des alpages. Après la guerre, ai-je répété. Ces 3 mots étaient devenus notre mantra, notre bouée de sauvetage mental. Après la guerre, nous retournerions à nos vies d'avant. Après la guerre, tout redeviendrait normal. Quelle naïveté! Rousseau nous a distribué les armes et les munitions. Ma stène habituelle, froide et familière dans mes mains, plus 4 grenades à manche allemande récupérées sur des patrouilles précédentes. Étienne a vérifié son pisole mitrailleur MAT-49, un modèle récent parachuté par les Anglais quelques semaines plus tôt. Les camions passeront vers 14h30, a précisé Rousseau. Nous partons dans 1 heure. Repos et préparation mentale jusque-là. Et rappelez-vous, pas de prisonniers. Nous n'avons ni le temps ni les moyens de nous embarrasser de captifs. Cette phrase m'a glacé le sang. Pas de prisonniers. Cela voulait dire tuer de sang-froid des hommes qui auraient peut-être pu se rendre. Mais c'était la guerre. Et la guerre ne connaît pas la pitié. Pendant cette heure d'attente, Étienne et moi nous sommes installés à l'écart, adossés contre un mur de pierre. Il a sorti de sa poche cette fameuse photographie, prise 3 jours plus tôt par Henri, qui avait trouvé un appareil photo allemand dans une voiture abandonnée. « Regarde comme on a l'air bête », a-t-il dit en souriant. Sur la photo, nous posions fièrement devant notre baraque, lui avec ses lunettes de travers et moi avec ma casquette légèrement trop grande. Nous sourions comme 2 gamins un jour de foire, insouciants malgré la guerre qui grondait autour de nous. « Ma sœur va rire quand elle verra ça », a murmuré Étienne. Elle dit toujours que j'ai l'air d'un épouvantail sur les photos. Il a retourné le cliché et a écrit au dos de son écriture soignée d'instituteur « Étienne et Marcel, Vercors, novembre 1944, les meilleurs amis du monde. »« Tiens, garde-la » m'a-t-il dit en me tendant la photo. « Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, tu la donneras à Marguerite pour qu'elle sache que son frère était heureux même ici. »« Ne dis pas de conneries » ai-je répondu en repoussant sa main. Nous rentrons ensemble, rappelle-toi notre pacte. Mais il a insisté, glissant la photo dans la poche de ma veste malgré mes protestations. Marcel, promets-le-moi. Si je ne reviens pas, tu iras voir ma sœur à Chambéry. Tu lui raconteras nos aventures, nos rires, nos discussions sous les étoiles. Tu lui diras que j'ai pensé à elle jusqu'au bout. Quelque chose dans son regard m'a troublé. Une gravité inhabituelle, comme s'il pressentait ce qui allait arriver. D'accord, ai-je fini par murmurer. Mais c'est de la superstition stupide. Nous rentrerons tous les 2 et c'est toi qui lui raconteras tes propres aventures. À 13h30, nous avons quitté la grange et pris position dans les gorges. Le froid de novembre nous transperçait malgré nos vestes doublées. Nos haleines formaient de petits nuages de vapeur qui nous trahissaient dans l'air immobile. J'ai regardé ma montre une dernière fois. 14h25. Dans 5 minutes, notre vie allait basculer pour toujours. Étienne, couché à mes côtés derrière un rocher, m'a serré brièvement l'épaule. « Allez, Marcel, c'est parti pour une nouvelle aventure. » Il ne savait pas qu'il venait de prononcer ses avant-dernières paroles. 14h30 précise. Le ronronnement des moteurs allemands a commencé à résonner dans les gorges, amplifié par l'écho des parois rocheuses. Un grondement sourd, menaçant, qui faisait vibrer les pierres sous nos corps tendus. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'Étienne l'entende malgré le bruit des véhicules qui approchaient. Le premier sidecar BMW est apparu au virage, suivi de près par les 3 camions Opel Blitz bâchés de gris vert. L'escorte était exactement conforme aux renseignements. 2 motocyclistes, 3 camions chargés, une Kübelwagen fermant la marche. 7 véhicules au total transportant probablement 25 à 30 soldats allemands. « Les voilà !» a murmuré Étienne dans son micro-émetteur, si bas que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. Mes mains moites agrippaient ma stène avec une force qui me faisait mal aux articulations. L'odeur de la mousse humide et des feuilles mortes se mélangeait à celle, âcre, de ma propre sueur froide. Le convoi avançait prudemment sur la route sinueuse. Je pouvais voir les casques d'acier des soldats allemands qui dépassaient des ridelles des camions, leurs armes pointées vers l'extérieur,
leurs yeux scrutant les hauteurs avec la méfiance des hommes qui savent qu'ils traversent un territoire hostile. Le premier sidecar a franchi le tunnel des Écouges. Encore 50 mètres, 40, 30. Attention, a crachoté la voix de Rousseau dans nos écouteurs. Préparez-vous. Étienne a armé son pistolet mitrailleur. Le déclic métallique a résonné comme un coup de tonnerre dans ma tête. Mes doigts ont trouvé la goupille de ma première grenade. 20 mètres. Maintenant, l'explosion de Paul a déchiré le silence des gorges comme un coup de fouet divin. Le chêne centenaire que nous avions scié à demi s'est abattu en travers de la route dans un fracas épouvantable, bloquant le passage juste devant le premier camion. Les conducteurs ont pilé, les moteurs ont calé dans un concert de grincements de freins et de crissements de pneus. « Feuer, feuer !» hurlaient déjà les officiers allemands. Henri a ouvert le feu le premier avec sa Thompson Joséphine, arrosant le premier sidecar de balles qui ont fait exploser le moteur dans une gerbe d'étincelles et de flammes. Le motocycliste a été projeté contre un rocher, son corps disloqué comme une poupée de chiffon. J'ai lancé ma première grenade vers le deuxième camion. L'explosion m'a assourdi temporairement, remplaçant tous les sons par un sifflement aigu qui me vrillait les tympans. Des éclats de métal et de bois ont plu autour de nous comme une averse mortelle. « Deckung ! Deckung !» Les Allemands sautaient de leur véhicule, cherchant désespérément un abri dans ce canyon qui était devenu leur piège. Étienne s'est relevé pour viser, son pistolet mitrailleur crachant des rafales courtes et précises. Je l'ai vu toucher 2 soldats qui tentaient de contourner l'arbre abattu. Ils sont tombés comme des sacs de grains, leurs uniformes se teignant rapidement de rouge sur l'asphalte froid. « Marcel, à droite !» J'ai pivoté juste à temps pour voir un Feldwebel allemand me mettre en joue avec son Gewehr 43. J'ai roulé derrière mon rocher au moment où sa balle a pulvérisé la pierre à l'endroit exact où se trouvait ma tête une seconde plus tôt. L'éclat m'a entaillé la joue et j'ai senti le sang tiède couler le long de ma mâchoire. Le combat faisait rage depuis 3 minutes à peine, mais cela me semblait une éternité. L'air empestait la cordite. Le caoutchouc brûlé et cette odeur métallique du sang frais que tout soldat apprend à reconnaître. « On les tient !» a crié Henri depuis sa position en hauteur. « Ils ne peuvent plus bouger !» C'est à ce moment-là que tout a basculé. Un sifflement aigu a déchiré l'air au-dessus de nos têtes, puis un autre, et encore un autre. « Mortier !» a hurlé Rousseau. « Ils ont appelé des renforts ! Repli, repli, immédiat !» Les premiers obus de mortier sont tombés à 100 mètres de nous, soulevant des geysers de terre et de rochers. Les Allemands du convoi avaient réussi à contacter leur base et l'artillerie nous pilonnait déjà. « Étienne, on décroche !» ai-je crié en me relevant pour courir vers la ligne de repli que nous avions préparée. Mais Étienne ne bougeait pas. Il était accroupi derrière un buisson d'épineux, le visage crispé de douleur, une main pressée contre son flanc droit. « Marcel !» Je suis touché. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai couru vers lui en zigzagant entre les balles qui sifflaient autour de moi comme des guêpes furieuses. Quand je l'ai rejoint, j'ai vu le sang qui s'écoulait entre ses doigts, tachant son uniforme d'une couleur sombre et visqueuse. « Ce n'est rien », a-t-il murmuré avec un sourire forcé. « Juste un éclat. Aide-moi à me relever. » Mais quand il a essayé de se mettre debout, ses jambes ont fléchi et il s'est effondré contre moi. Sa respiration était courte, saccadée. Ses lunettes étaient fêlées et ses yeux, habituellement si vifs, commençaient à se voiler. Un autre obus de mortier a explosé plus près, à 50 mètres à peine. La terre a tremblé sous nos pieds. Des cailloux et des mottes de terre ont plu sur nos casques. « Marcel !» a-t-il murmuré d'une voix de plus en plus faible. « Dis à ma sœur que... »« Ta gueule !» ai-je crié, la peur me rendant agressif. « Tu vas le lui dire toi-même. Allez, debout !» J'ai passé son bras autour de mes épaules et j'ai tenté de le soulever. Il pesait le poids d'un homme mort, ses muscles relâchés, ses pieds traînant sur le sol rocailleux. « Laisse-moi !» a-t-il soufflé. « Sauve-toi. C'est un ordre. »« Jamais !» ai-je répondu en serrant les dents. « Notre pacte, tu te rappelles ? Nous rentrons ensemble. » Un troisième obus est tombé à 20 mètres. L'explosion m'a jeté au sol, Étienne toujours dans mes bras. Mes oreilles sifflaient, ma vision était trouble, et j'avais le goût du sang dans la bouche.
Quand j'ai retrouvé mes esprits, Étienne était allongé sur le dos, les yeux fixés sur le ciel gris de novembre. Un filet de sang s'écoulait de la commissure de ses lèvres. « Marcel !» a-t-il murmuré si faiblement que j'ai dû coller mon oreille à sa bouche pour l'entendre. La photo, donne-la à Marguerite. Dis-lui que j'ai pensé à son coq au vin jusqu'au bout. Il a fermé les yeux et a souri. Un sourire paisible, presque heureux. Dis-lui aussi que les Alpes sont vraiment belles, même en novembre. Sa main a serré la mienne une dernière fois, puis s'est relâchée. Étienne Moreau, 20 ans, fils d'instituteur de Grenoble, futur professeur de littérature, frère aimant de Marguerite, était mort. Les obus de mortier continuaient de pleuvoir autour de nous. Je pouvais entendre Rousseau qui hurlait des ordres de repli, Henri qui vidait ses derniers chargeurs, le crépitement des mitrailleuses allemandes qui se rapprochaient. Il fallait que je parte, immédiatement. Sinon je mourrais aussi, et personne ne pourrait raconter l'histoire d'Étienne à sa sœur. J'ai fouillé dans ses poches, récupérant son carnet de cuir avec toutes ses lettres non envoyées, sa médaille de baptême et quelques francs froissés. Puis j'ai embrassé son front encore tiède, comme on embrasse un frère. « Pardonne-moi », ai-je murmuré. « Pardonne-moi, Étienne. » Et j'ai couru. J'ai couru comme un lâche, abandonnant le corps de mon meilleur ami aux mains des Allemands, emportant avec moi le poids d'une culpabilité qui ne me quitterait plus jamais. Derrière moi, j'entendais les voix gutturales des soldats allemands qui inspectaient les corps. Ils ont probablement jeté Étienne dans une fosse commune anonyme, quelque part dans ces montagnes qu'il aimait tant. Moi, j'ai survécu. Et pendant 75 ans, chaque nuit, j'ai entendu sa voix qui me murmurait « Marcel, dis à ma sœur que… » J'ai couru pendant des heures à travers les forêts de sapins, mes poumons brûlant dans l'air glacé de novembre, mes jambes tremblantes portant le poids de ma lâcheté. Chaque branche qui craquait sous mes pas résonnait comme un reproche, chaque souffle de vent dans les aiguilles me murmurait le nom d'Étienne. Quand j'ai finalement rejoint le point de ralliement secret près de la ferme des 4 chemins, j'étais seul. Rousseau, Henri, Paul et les autres avaient disparu, morts, capturés ou dispersés aux 4 vents comme des feuilles d'automne. La guerre venait de m'enseigner sa plus cruelle leçon. Parfois, survivre est le plus lourd des fardeaux. J'ai passé 3 jours caché dans une grange abandonnée, survivant avec quelques pommes de terre gelées et l'eau d'un puits à sec. Le froid me transperçait jusqu'aux os, mais ce n'était rien comparé au froid qui s'était installé dans mon âme. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire paisible d'Étienne. J'entendais ses derniers mots inachevés. Le 4e jour, un fermier sympathisant m'a trouvé et m'a conduit chez un passeur qui organisait l'exfiltration des résistants vers la Suisse. C'est là, dans la cave humide d'une maison de Thônes, que j'ai vécu le moment qui allait changer ma perception de tout ce qui s'était passé. Le passeur, un homme sec et nerveux qu'on appelait simplement le Savoyard, m'a tendu une enveloppe jaunie. « Ça vient d'un gars de ton unité », m'a-t-il dit en allumant une cigarette de tabac brun. « Il est passé ici il y a 2 jours. Henri, il s'appelait. Il m'a dit que si tu venais, je devais te donner ça. » Henri était vivant. Mon cœur a bondi d'espoir. Si Henri avait survécu, peut-être que d'autres, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une feuille de papier à en-tête de l'état-major allemand de Grenoble, visiblement volée, et quelques mots griffonnés à la hâte de l'écriture penchée d'Henri. « Marcel, si tu lis ça, c'est que tu es vivant. Dieu merci. J'ai quelque chose d'important à te dire sur Étienne. Retrouve-moi au Café de la Paix à Annecy, tous les jeudis à 15h jusqu'à la fin de la guerre. Brûle cette lettre. Henri. » Le Café de la Paix à Annecy était à 3 jours de marche à travers les montagnes. 3 jours pendant lesquels j'ai marché comme un automate, hanté par les questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Qu'avait découvert Henri sur Étienne? Que pouvait-il y avoir à dire qu'il ne pouvait pas écrire dans sa lettre? Annecy, sous l'occupation, était une ville fantôme. Les rues désertes, les vitrines condamnées, les regards fuyants des rares passants qui se dépêchaient tête baissée. Le Café de la Paix, avec ses volets mi-clos et sa terrasse vide, ressemblait à un décor de théâtre abandonné. Henri était là, assis dans un coin sombre, une casquette enfoncée sur les yeux et le col de son manteau relevé. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine.
Son visage buriné portait une barbe de plusieurs jours, et ses yeux, autrefois rieurs, avaient pris cette dureté terne que je commençais à reconnaître chez tous les survivants. « Marcel », a-t-il murmuré en se levant pour m'étreindre, « je pensais que tu étais mort. Moi aussi je te croyais mort. Comment as-tu... » Plus tard, m'a-t-il coupé en regardant nerveusement autour de nous. « D'abord, il faut que tu saches quelque chose sur Étienne. Quelque chose que j'ai découvert en fouillant dans les papiers allemands après l'embuscade. Il a sorti de sa poche une enveloppe froissée, marquée du tampon de la Gestapo de Grenoble. À l'intérieur, plusieurs feuilles dactylographiées en allemand, avec des annotations manuscrites dans les marges. « Tu lis l'allemand » m'a-t-il demandé. « Un peu. Mon père m'avait appris quelques mots avant la guerre. » Henri a étalé les documents sur la table crasseuse. En regardant attentivement, j'ai pu déchiffrer certains passages, des noms de résistants, des lieux de planque, des dates d'opération. Et au milieu de tout ça, un nom qui m'a glacé le sang. Étienne Moreau. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas possible. Si, Marcel, Étienne était un agent double. Il transmettait nos positions, nos effectifs, nos plans d'attaque aux Allemands depuis des mois. L'embuscade de la Bourne était un piège. Il nous attendait. Le café a semblé tourner autour de moi. Ma vision s'est brouillée et j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Étienne, mon frère d'armes, mon meilleur ami, celui pour qui j'avais pleuré pendant une semaine. « Tu mens », ai-je chuchoté. « Étienne n'aurait jamais... Il est mort pour la France. » Henri a pointé du doigt un passage du rapport. Même avec mon allemand approximatif, j'ai pu comprendre l'essentiel. L'agent Poète, nom de code d'Étienne Moreau, a fourni les renseignements permettant l'élimination de la cellule terroriste du Vercors. Opération couronnée de succès. Agent éliminé lors de l'action pour préserver sa couverture. Ils l'ont tué exprès, a expliqué Henri d'une voix amère, pour qu'on ne se doute de rien. Une balle tirée par un de leurs propres snipers, habillé en tir de riposte. Étienne savait qu'il allait mourir ce jour-là. C'était le prix à payer pour sa trahison. J'ai relu le document 3 fois, espérant découvrir une erreur, une mauvaise traduction, n'importe quoi qui pourrait innocenter mon ami. Mais tout était là, noir sur blanc, avec la précision administrative allemande. Pourquoi ? Ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi aurait-il fait ça ? Henri a allumé une nouvelle cigarette d'une main tremblante. Sa sœur, Marcel. Marguerite. Les Allemands l'avaient arrêté en septembre, accusé d'aider des pilotes alliés à franchir la frontière suisse. Ils ont proposé un marché à Étienne, sa sœur, contre des informations sur la résistance. Tout s'éclairait soudain avec une clarté aveuglante. Les lettres qu'Étienne écrivait sans cesse, sans jamais les envoyer. Son inquiétude grandissante au fil des semaines. Cette mélancolie qui s'était emparée de lui depuis octobre. Cette façon qu'il avait eue de me donner la photographie, comme s'il préparait ses adieux. Il savait qu'il allait mourir, ai-je murmuré, quand il m'a donné la photo, quand il m'a fait promettre d'aller voir sa sœur. Il savait. Oui, et le plus tragique, c'est que sa sœur était déjà morte depuis 3 semaines quand nous avons fait l'embuscade. Les Allemands l'avaient fusillée mi-octobre, mais ils avaient continué à faire croire à Étienne qu'elle était vivante pour qu'il continue à collaborer. Cette révélation m'a achevé. Étienne avait trahi ses frères d'armes pour sauver une sœur déjà morte. Il avait causé la mort de Paul, de 3 autres camarades et probablement de Rousseau pour rien, pour des promesses allemandes aussi creuses que le vent d'hiver. Mais en même temps, comment lui en vouloir ? N'aurais-je pas fait la même chose pour sauver quelqu'un que j'aimais ? La frontière entre héroïsme et trahison était-elle vraiment si nette dans cette guerre de l'ombre où chacun se battait avec ses propres démons ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ai-je demandé à Henri. Rien, a-t-il répondu fermement. On ne dit rien à personne. Jamais. Étienne est mort en héros aux yeux de tous, et c'est comme ça que ça doit rester. Sa mémoire ne mérite pas d'être salie par la vérité. Et sa sœur, morte aussi, il n'y a plus personne à qui mentir ou à qui dire la vérité. Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes, chacun perdu dans ses pensées. Dehors,
La neige avait commencé à tomber, recouvrant d'un manteau blanc la tristesse d'Annecy occupée. « Tu sais ce qui me dérange le plus ?» ai-je fini par dire. « Quoi ?» Ces derniers mots. « Dis à ma sœur que j'ai pensé à son coq au vin jusqu'au bout. Il savait qu'elle était morte, et pourtant, il voulait mourir en paix, » a conclu Henri, en se raccrochant aux souvenirs heureux. C'est peut-être ça, le courage finalement, mourir en gardant intacte l'image de ce qu'on a aimé. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel minable où Henri m'avait trouvé une planque, j'ai brûlé les documents allemands dans la cheminée. J'ai regardé les preuves de la trahison d'Étienne se consumer, leurs cendres s'envolant par la cheminée comme des secrets qui retournent au néant. Mais le secret, lui, était désormais gravé dans ma mémoire. Et avec lui, une question qui allait me hanter plus encore que la culpabilité d'avoir abandonné mon ami. Avais-je eu raison de survivre à un homme qui, malgré sa trahison, était peut-être plus humain que nous tous? La guerre s'est terminée 6 mois plus tard, mais pour moi, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Les autres ont fait la fête dans les rues de Paris le 8 mai 1945, ont embrassé des inconnus sous les confettis et les drapeaux tricolores. Moi, je suis rentré dans ma forge de Montélimar et j'ai repris le marteau de mon père comme si de rien n'était. Mais comment reprendre une vie normale quand on porte 2 secrets qui vous rongent de l'intérieur? Le secret de ma lâcheté, d'abord, j'avais abandonné mon meilleur ami pour sauver ma peau. Le secret de sa trahison, ensuite, Étienne avait vendu ses frères d'armes pour une sœur déjà morte. Les premières années ont été les pires. Je me réveillais en hurlant, trempé de sueur, croyant entendre les obus de mortier siffler au-dessus de ma tête. Le moindre bruit métallique, une casserole qui tombe, un volet qui claque, me faisait sursauter et chercher une arme qui n'était plus là. Ma mère, que Dieu ait son âme, a supporté mes crises nocturnes sans jamais poser de questions. Elle se contentait de me préparer une tisane de verveine et de me caresser les cheveux comme quand j'étais enfant. La guerre laisse des cicatrices qu'on ne voit pas, me disait-elle. Mais le temps les adoucit, mon fils. Le temps adoucit tout. Elle avait tort. Certaines blessures ne guérissent jamais. Elles s'infectent, suintent et empoisonnent lentement tout ce qu'elles touchent. J'ai essayé l'alcool, bien sûr. Quel cliché pathétique, le vétéran traumatisé qui noie ses souvenirs dans le pastis et le vin rouge. J'ai passé des soirées entières au café du commerce, à boire jusqu'à ce que le visage d'Étienne devienne flou, jusqu'à ce que ses derniers mots se transforment en bouillie incompréhensible. Mais au réveil, la gueule de bois ne chassait pas les fantômes. Elle ne faisait que les rendre plus hargneux. C'est en 1952 que j'ai rencontré Simone. Belle comme un matin de printemps, avec ses cheveux châtains et ses yeux verts qui riaient même quand elle ne souriait pas. Elle travaillait à la poste et distribuait le courrier avec une grâce qui transformait la corvée quotidienne en ballet élégant. Notre mariage a été le plus beau jour de ma vie, mais aussi le plus douloureux. Devant l'autel de l'église Saint-Martin, quand le prêtre nous a demandé de nous promettre fidélité dans la joie comme dans la peine, j'ai pensé à Étienne. J'aurais dû être mon témoin. Nous en avions parlé un soir d'octobre 1944, sous les étoiles du Vercors. « Quand la guerre sera finie, m'avait-il dit, tu seras le témoin à mon mariage, et moi, je serai le parrain de tes enfants. » Simone a remarqué mes larmes pendant la cérémonie. « Tu es ému, mon chéri ?» m'a-t-elle murmuré. « Oui, ai-je menti. Très ému. Nos enfants sont nés, Pierre en 1954, Marie en 1957. Des merveilles qui ont illuminé nos journées et apporté à notre maison les rires et les cris joyeux que la guerre m'avait fait oublier. Mais même dans mes moments de bonheur le plus pur, quand je berçais Pierre ou quand Marie faisait ses premiers pas, une part de moi restait dans ces gorges maudites de la Bourne. Simone a essayé pendant 40 ans de me faire parler. Avec la patience infinie des femmes aimantes, elle revenait à la charge, délicatement, presque timidement. « Marcel, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Pourquoi tu ne veux jamais en parler? »« Il ne s'est rien passé, » répondais-je invariablement. « J'ai eu de la chance, c'est tout. Mais tes cauchemars, tes réveils en sursaut, ce ne sont que des mauvais rêves, ma chérie. Ça va passer, mais ça ne passait pas. Au contraire, avec l'âge, les souvenirs semblaient se préciser, prendre des couleurs plus vives.
Je me souvenais parfaitement de l'odeur de la laine mouillée du pullover d'Étienne, de la texture rugueuse de l'écorce contre laquelle il s'était adossé pour mourir, du bruit exact que faisaient ses poumons quand ils se vidaient de leur dernier souffle. En 1987, à l'âge de 63 ans, j'ai fait ma première crise cardiaque. Simone m'a trouvé effondré dans l'atelier, le visage bleu, serrant contre ma poitrine cette fameuse photographie jaunie que je cachais dans une boîte à outils depuis 40 ans. À l'hôpital de Montélimar, le docteur Beaumont, un homme jeune avec des lunettes qui me rappelait cruellement celles d'Étienne, m'a expliqué que mon cœur était fatigué. « Monsieur Dubois, vous devez apprendre à vous détendre. Le stress et l'anxiété sont vos pires ennemis. Avez-vous déjà envisagé de parler à quelqu'un, un psychologue par exemple ?» Un psychologue. L'idée m'a fait sourire amèrement. Comment expliquer à un jeune diplômé en blouse blanche que j'étais hanté par le fantôme d'un traître héroïque? Mais Simone a insisté. Avec cette détermination douce mais inflexible qu'ont les épouses qui veulent sauver leur mari malgré lui, elle a pris rendez-vous avec le docteur Lemoine, un psychiatre de Valence spécialisé dans les traumatismes de guerre. Notre première séance a eu lieu un jeudi d'octobre 1987, exactement 43 ans après la mort d'Étienne. Le docteur Lemoine était un homme âgé, probablement septuagénaire, avec des rides profondes et des mains tachées par l'âge. Ancien résistant lui aussi, selon ce que m'avait dit Simone. « Monsieur Dubois, m'a-t-il dit après que j'eus refusé de parler pendant 1 heure entière, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris après 50 ans de ce métier. Les secrets qu'on garde ne nous protègent pas. Ils nous tuent à petit feu. Vous ne pouvez pas comprendre, ai-je murmuré. Essayez-moi. J'ai fait quelque chose d'impardonnable pendant la guerre. Quelque chose qui me ronge depuis 40 ans. Nous avons tous fait des choses impardonnables pendant la guerre, c'est la nature même de la guerre, mais continuer à se punir ne ressuscite personne. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Pour la première fois depuis 1944, j'ai parlé d'Étienne, de notre amitié, de l'embuscade, de sa mort dans mes bras, de ma fuite, mais je n'ai pas parlé de sa trahison. Ce secret-là, j'ai continué à le garder, même devant ce vieux psychiatre qui hochait la tête avec compassion. « Marcel, m'a-t-il dit quand j'ai eu terminé, vous n'êtes pas un lâche, vous êtes un survivant. Et survivre, parfois, c'est le plus grand acte de courage qui soit. Vous ne comprenez pas. J'ai abandonné mon meilleur ami. Vous avez obéi à l'instinct de survie. Si vous étiez resté, vous seriez mort aussi, et personne n'aurait pu raconter l'histoire d'Étienne. Vous portez sa mémoire. C'est un fardeau, mais c'est aussi un honneur. » Ces mots m'ont apaisé, temporairement. Mais le soir même, seul dans mon lit pendant que Simone dormait paisiblement à mes côtés, je me suis demandé ce qu'aurait dit le docteur Lemoine s'il avait connu toute la vérité. Si je lui avais révélé qu'Étienne était un traître, que tous nos camarades étaient morts à cause de lui, que ma douleur était peut-être injustifiée. Cette question continue de me torturer aujourd'hui, 75 ans plus tard. Ai-je le droit de pleurer un homme qui a trahi? Ai-je le droit de me sentir coupable d'avoir survécu à quelqu'un qui méritait peut-être de mourir? Aujourd'hui, en cet après-midi de novembre 2019, exactement 75 ans après cette embuscade maudite, je me tiens devant cette photographie avec mes 92 ans et mes mains qui tremblent autant de vieillesse que d'émotion. Simone est partie depuis 8 ans maintenant, emportant avec elle ces questions bienveillantes auxquelles je n'ai jamais vraiment répondu. Mes enfants vivent leur propre vie, et mon petit-fils Thomas, ce garçon de 25 ans qui me ressemble tant au même âge, ne vient me voir qu'à Noël et aux anniversaires. C'est pour lui que j'enregistre cette histoire, pour qu'il comprenne d'où il vient, pour qu'il sache que son grand-père n'était ni un héros, ni un lâche, mais simplement un homme qui a essayé de survivre dans un monde devenu fou. Thomas, si tu écoutes cet enregistrement un jour, sache que j'ai mis 75 ans à trouver le courage de te raconter cette histoire. 75 ans à porter le poids de 2 secrets qui m'ont rongé comme un cancer silencieux. Le premier secret, tu le connais maintenant. J'ai abandonné mon meilleur ami pour sauver ma peau. Pendant toutes ces années, je me suis flagellé pour cet acte de lâcheté supposé.
J'ai cru que j'étais un traître à l'amitié, un homme sans honneur. Mais avec le recul, avec cette sagesse amère que donnent les années, je commence à comprendre ce que me disait le docteur Lemoine. Survivre n'est pas un crime, c'est même parfois un devoir. Le second secret est plus lourd encore, plus complexe. Étienne, cet ami pour lequel j'ai pleuré pendant des décennies, était un agent double. Il avait trahi notre unité pour tenter de sauver sa sœur, déjà morte, à son insu. Cette révélation m'a détruit, puis lentement, très lentement, elle m'a libéré. Car comprends-tu, Thomas, qu'Étienne et moi étions finalement pareils? Lui a choisi l'amour fraternel au détriment de la loyauté militaire. Moi, j'ai choisi la survie au détriment de l'amitié. Nous avons tous les deux fait des choix impossibles dans des circonstances impossibles. La seule différence, c'est que lui est mort pour ses choix. Et moi, j'ai vécu avec. Pendant 75 ans, j'ai cru porter la culpabilité de sa mort. En réalité, je portais simplement le poids de la condition humaine, cette capacité que nous avons tous de faire le mal en croyant faire le bien, de trahir en pensant protéger, de fuir en pensant sauver. Hier soir, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai sorti le carnet d'Étienne, celui que j'avais récupéré dans ses poches avant de fuir. Toutes ces lettres qu'il écrivait à sa sœur sans jamais les envoyer. Je les ai lues une par une et j'ai découvert un homme que je ne connaissais pas vraiment. Dans ces pages jaunies, Étienne ne parlait pas seulement de nos aventures militaires ou de ses souvenirs d'enfance. Il parlait de ses doutes, de ses peurs, de ce poids terrible qu'il portait depuis qu'il avait accepté le marché des Allemands. Il savait qu'il nous trahissait et cela le détruisait jour après jour. « Chère Marguerite », écrivait-il dans sa dernière lettre, celle datée du 14 novembre 1944, « Demain, nous partons en mission, et je sais que je ne reviendrai pas. J'ai fait des choses terribles pour te sauver, des choses que Marcel ne pourra jamais me pardonner s'il les apprend. Mais je veux que tu saches que même dans mes pires moments, même quand je vendais l'âme de mes frères d'armes, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Si tu lis cette lettre un jour, sache que ton frère est mort en pensant à ton sourire et à ce coq au vin que tu préparais si bien. » En lisant ces mots, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Des larmes chaudes et libératrices qui ont coulé sur cette photographie où nous sourions comme deux gamins insouciants. Étienne savait. Il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il avait trahi, il savait que sa sœur était probablement déjà morte. Et pourtant, il a continué à se battre, à sourire, à me donner cette photo en me demandant de la transmettre à Marguerite. Parce que parfois, dans l'horreur absolue, il ne nous reste plus que les gestes d'amour, même vides de sens. Thomas, mon petit-fils, je vais bientôt mourir. Mon cœur fatigué ne tiendra plus très longtemps, et c'est très bien ainsi. J'ai eu une belle vie malgré tout. J'ai aimé ta grand-mère Simone pendant 40 ans. J'ai vu grandir tes parents, je t'ai vu naître et devenir cet homme bien que tu es aujourd'hui. Mais avant de partir, je veux te transmettre quelques leçons que m'a enseignées cette guerre maudite. La première, nous ne sommes ni des héros ni des lâches. Nous sommes des hommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos moments de bravoure et nos instants de défaillance. Ne te juge jamais trop durement pour tes erreurs. Juge-toi sur ta capacité à les assumer et à en tirer des leçons. La deuxième, l'amour, même imparfait, même destructeur, reste la seule chose qui donne un sens à nos vies. Étienne a trahi par amour. J'ai fui par amour de la vie. Ta grand-mère m'a supporté par amour. Toi, tu m'écoutes par amour familial. L'amour transforme nos fautes en humanité. La troisième, les secrets nous tuent, plus sûrement que n'importe quelle balle. Parle, mon garçon. Parle de tes peurs, de tes doutes, de tes erreurs. Ne porte jamais seul le poids de tes fautes. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter, quelqu'un pour comprendre. Ce soir, je vais prendre cette photographie et la brûler dans la cheminée. Pas par colère ou par dépit, mais par apaisement. Étienne et moi avons assez longtemps hanté ce cadre jauni. Il est temps de nous libérer tous les deux. Lui de ma culpabilité, moi de son souvenir. Mais avant cela, je veux que tu saches une dernière chose, Thomas. Si aujourd'hui tu m'entends parler avec cette sérénité relative, c'est parce que j'ai fini par comprendre
que ni Étienne ni moi n'étions des monstres. Nous étions juste deux jeunes hommes perdus dans la tempête de l'histoire, essayant de nous raccrocher à ce qui nous semblait le plus précieux. Pour lui, sa sœur, pour moi, ma vie. La guerre nous a brisés tous les deux, mais d'une certaine façon, elle nous a aussi révélés. Elle m'a appris que l'honneur n'est pas une notion absolue, que la loyauté a ses limites, que l'amour peut justifier l'injustifiable. Alors voilà, mon cher Thomas, voilà l'histoire de ton grand-père Marcel et de son ami Étienne. Une histoire de guerre, de trahison, de culpabilité et finalement, je l'espère, de pardon. Garde cette histoire en toi, transmets-la à tes enfants quand tu en auras, mais surtout retiens ceci. Dans les moments les plus sombres de ta vie, quand tu auras l'impression que le monde s'écroule autour de toi, rappelle-toi que l'humanité survit toujours. Même dans l'horreur, même dans la trahison, même dans la lâcheté, il reste toujours une étincelle d'humanité qui vaut la peine d'être préservée. Et maintenant, si tu me le permets, je vais aller brûler cette photo et peut-être enfin trouver la paix. Merci de m'avoir écouté, mon enfant. Merci d'avoir partagé le poids de cette histoire. Et toi qui écoutes peut-être cette histoire depuis un autre pays, un autre continent, dis-nous dans les commentaires d'où tu nous entends. Ces histoires de guerre, de sacrifice et de rédemption, elles nous concernent tous, peu importe notre nationalité ou notre époque. Abonne-toi pour découvrir d'autres témoignages de ceux qui ont traversé l'impossible et ont trouvé la force de nous transmettre leurs leçons de vie. La mémoire de nos anciens, c'est notre responsabilité commune.